Mahat Ankou Mahat. Mahat Nebuten. Cha ina Mahat. Ank ina Mahat. Asima Mahat. Mahat Erten Dua Mahat Nebuten. Mahat Ankou Mahat. Mahat Nebuten. Cha ina Mahat. Ank sima Mahat. A sima Mahat. Mahat Erten Dua Mahat Nebuten. Mahat Ankou Mahat. Mahat Nebuten. Cha ina Mahat. Ank sima Mahat. A sima Mahat. Dua Mahat. Ten Mahat Nebuten. Ank Uja Senem. Yemotep Ank Uja Senem. Bienvenue à tous les membres de l'Académie de la culture archimétique et du mouvement Kush Kamil Congo. Nous nous trouvons actuellement avec Amasu Baba Kinkela Wamazulu et les Kuju Ursu Kaneb Baneb, le Kuju Ursu Kaem Jutim Sora. Alors, bienvenue dans le Raoult et Tepo de ce soir. Nous nous tournons vers Baba Kinkela Wamazulu pour lui demander vers où allons-nous ce soir dans ce Raoult et Tepo. Douanecher, très bonne question. Où allons-nous? On a pensé, souvent, je ne fais jamais de titres, je ne prépare jamais de Raoult et Tepo. Elle vient m'en donner toute seule. Et aujourd'hui, comme je suis en train de faire plusieurs préparations, parce que je vais commencer là avec Inmout, nous allons commencer un programme webinaire sur l'éducation des enfants, The Art of Parenting, l'art de l'éducation des enfants. Et je vais commencer un cours de formation sur quelques vérités sur la psychologie de l'être, du devenir et du développement mélanonderme. Et je me suis proposé un titre pour les Raoult et Tepo de ce soir et je l'ai écrit. Quand je suis allé faire les préparations finales, eh bien, la voie s'est ouverte toute seule parce que ce titre-là ne valait absolument pas. Où est-ce que nous nous orientons aujourd'hui? C'est une vraie question. Cette question, quand nous posons la question, vers où allons-nous? Nous devons avant tout répondre à la question, où sommes-nous? Et d'où venons-nous? Aujourd'hui, il n'est plus un doute que notre mémoire ancestrale a été corrompue. Nous n'avons pas une mémoire de nous. Okay? Un exemple typique, et par exemple quand nous parlons de Shaka Zulu, P ne se rendent même pas compte que l'image de Shaka Zulu que nous avons du roi Shaka Zulu est un acteur, Alain Sélé. C'est un acteur choisi par un caste occidental. Une fois ils ont déterminé la vision, la visibilité ou l'image de notre ancêtre. Non pas qu'il n'ait pas eu des peintures de Shaka Zulu, mais il s'est perdu dans le temps. Aujourd'hui, quand on passe à l'ancêtre Shaka Zulu, eh bien, on voit l'acteur Sélé. Quand nous ne savons pas définir à juste titre des images comme Sélé Zingankuvu, Sumanguru Kante, Sundiata Keïta et la liste des souverains est longue, sans pour autant remonter à l'Égypte, à l'époque égyptienne. Nous n'avons pas d'image, nous n'avons pas de récollection, nous n'avons pas de mémoire. Tout a été corrompu. Cela nous pose dans une situation de ne pas savoir d'où nous venons. Si nous ne savions pas d'où nous venons, c'est-à-dire nous manquons des capacités d'imaginer où les ancêtres voulaient aller, et par conséquent, nous ne savons pas où nous sommes. Et si nous ne savons pas où nous sommes, il devient difficile de penser en termes d'où nous sommes en train d'aller. Et les instruments nous manquent à ces moments-là. Et dans le temps présent, on commence à vivre dans un désordre inébranlable parce qu'on ne sait pas s'autodéfinir. Pour pouvoir s'autodéfinir, pour pouvoir
pouvoir donner une identité, il faut avoir une récollection du passé. Ou il faut avoir un souci de la récollection du passé. Dans ce domaine-là aussi, je parle de la récollection du passé, nous nous sommes retrouvés dans une manipulation incroyable. D'un côté, nous avons la manipulation représentée par les religions venues, dites révélées, où l'idée principale tourne autour d'une force extérieure, d'un salut venant de l'extérieur pour sortir d'une situation. Mais tout comme dans l'alternative produite aujourd'hui, malheureusement dans ce que nous appelons le kénétisme, où l'ensemble de ces, si nous pouvons parler de philosophie, sinon des modes kénétiques, nous revoyons à travers les conférences, les débats proposés, une reproposition des modèles de la conception égyptienne fait des sauveurs. Cette fois-ci, sont-ils des ancêtres, ou il s'agit de la Mahat, ou il s'agit de Amon-Ra, ou toujours est-il lié à l'idée de quelque chose de l'extérieur, où l'on entend l'âge du Verseau, c'est-à-dire l'âge du Verseau, l'ère du Verseau, ça s'est fait tout seul. Nous devons en bénéficier, en bénéficier tout simplement. Ou ce sont les enfants indigos. Les enfants indigos, c'est toujours l'autre qui doit faire quelque chose. Toute cette... ça serait dramatique d'en parler en termes de psychologie. Mais toute cette forme de dramatologie, parce que c'est une forme de dramatologie, nous laisse s'équipe d'une situation pour laquelle nous ne savons pas dominer. Prenez note de mes paroles. Nous sommes aujourd'hui la seule race qui est nourrie par les autres. Même les fourmis se nourrissent. Les oiseaux du ciel se nourrissent. Les oiseaux sont autosuffisants. Les fourmis sont autosuffisantes. Tous les animaux sont autosuffisants. Toutes les autres races ont atteint l'autosuffisance du point de vue alimentaire. Après, je suis en train de parler dans un premier temps. Nous sommes aujourd'hui restés la seule race qui n'est pas autosuffisante. Et je vais essayer de m'expliquer, de donner des détails. Si nous prenons l'île de la Martinique et de la Guadeloupe, mais aussi, par exemple, d'autres îles, l'île de la Réunion. Ce sont des îles qui ont des superficies énormes en termes de territoire, où la culture n'est pas pratiquée, non qu'il ne soit pas praticable, n'est pas pratiqué parce qu'ils doivent attendre des bateaux, cargos, provenance de la France, qui apportent de la nourriture. Il faut... Tu sais, quand j'étais petit, quand je parlais des îles françaises, je pensais que c'était juste à côté de la France. Il m'a fallu des décennies pour réaliser que les îles françaises sont éloignées de la France. C'est extrêmement loin de la France. Et ce sont ces îles qui dépendent des territoires entiers, des milliers, des centaines de milliers de personnes qui dépendent de la nourriture provenant de la France. Et les prix des denrées alimentaires varient selon de la scarcité ou de la date d'arrivée. S'il y a des retards, les prix alimentaires montent. Dans le monde africain, généralement, quand je dis monde africain, je dis même mohammedain, les seuls mélanadaires qui mangent bien, ce sont ceux qui mangent à la table des autres. En fait, on vient en Europe, on veut aller en Occident. Le premier point, c'est à la recherche d'une suffisance alimentaire donnée, pas méritée. On ne pense pas à travailler pour produire notre propre nourriture, on veut à la maison des autres être servi. Je disais les seuls mélandermes
qui mangent en suffisance et bien se sentent bien, ce sont ceux qui, de manière directe ou de manière indirecte, mangent sur la table des autres, soient-ils occidentaux, arabes ou orientaux. C'est-à-dire, la table africaine est vide. La table africaine, la table à manger africaine est une table située dans les territoires tropicaux, s'agit-il de l'Afrique ou des îles. Nous sommes devant à des grands territoires pleins de végétation. Ok? Je n'ai jamais été en Martinique, en Guadeloupe, j'ai vu par les photos, j'ai vu qu'il y a des vastes étendues de terre cultivables. En Afrique, nous n'en parlons même pas. Mais la table à manger est vide. Comment pensons-nous répondre à l'énigme selon laquelle les Africains doivent recevoir des aides alimentaires en provenance des pays désertiques ou des pays où la nourriture ne grandit pas facilement? Parce que les enfants qui sont sur les territoires africains sont en train de mourir de malnutrition. Malnutrition. Ils devraient mourir d'obésité, pas de malnutrition. On devait dire aux gens, non, donner 3 fois manger aux enfants, pas 9. Les territoires africains, pour les 90% d'entre eux, sont des territoires où vous n'avez pas besoin d'arroser, de faire de l'agriculture soutenue. Mais il y a pénurie alimentaire. La table à manger africaine est vide. Elle est située dans une forêt tropicale où tout pousse de soi-même. Mais pour que les enfants assis sur cette table puissent manger, ils doivent attendre la nourriture en provenance de d'autres pays. Au point où aujourd'hui, des produits alimentaires comme la patate douce et d'autres ignames viennent de l'Israël. Quand vous allez en Europe, les mélanodèmes qui vivent en Europe, qui pensent manger de la nourriture africaine, c'est-à-dire quand on parle des feuilles de manioc, et des patates douces, ignames, l'huile de palme, vous serez surpris. Moi j'ai été surpris une fois de prendre des feuilles de manioc produits en Taïwan. Des feuilles de manioc produits en Taïwan. C'est le Taïwan qui refournit les marchés africains. Un des pays qui refournit le pays africain vivant en Occident de leur propre nourriture. Les autres se sont spécialisés de la capacité à produire des aliments qui grandissent sans aucune assistance humaine chez nous. Mais quand nous allons au marché, c'est leurs aliments qui sont disponibles. Pendant que les tables sont vides, nous nous lançons dans des spéculations de nature philosophique, où nous voulons parler de la mélanine, nous voulons parler de l'esprit, nous voulons parler de l'Égypte antique. Et nous ne réalisons pas que cela constitue une distorsion, parce que parler de l'Égypte antique, c'est invoquer la possibilité d'existence d'un pouvoir qui puisse venir nous sauver, point final. C'est là le point. La thématique sur l'Égypte antique, de la manière dont elle est perçue, elle est récite dans le monde mélanodème, c'est toujours à la recherche d'un super pouvoir qui pourrait intervenir pour sauver. Il n'y a pas une prise de conscience, pour ne pas parler de culture, où l'on réalise qu'on a besoin d'éduquer les gens, de mettre les gens dans les conditions de pouvoir remplir la table africaine, parce que la table africaine à manger est vide. Nous sommes la seule race aujourd'hui qui est nourrie par les autres. Et des tout petits pays aujourd'hui sont devenus notre garde à manger. Et c'est ces tout pays qui sont situés dans des territoires du point de vue de l'agriculture ou du point de vue de l'élevage qui devraient rendre moins que les nôtres. Mais cependant, nous en sommes privés. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de la production alimentaire venant de l'Afrique. Ce que je suis en train de signaler ici, ce n'est pas un souci de produire
la nourriture a suffisance pour nourrir sa propre maison. Et il a vendu une dignité, il a vendu une souveraineté. Quand ventre vide ne peut pas demander de souveraineté, parce que tu n'es pas souverain par le fait que tu as un ventre vide. La Martinique n'est pas souveraine parce qu'elle a un ventre vide. La Guadeloupe n'est pas souveraine. L'île de la Réunion n'est pas souveraine. Et tous les territoires africains ne sont pas souverains parce qu'ils ont les ventres vides. Ils dépendent des autres. Il n'existe pas un seul pays africain en mesure d'assister un autre pays africain en termes de difficultés. Nous avons vu, par exemple, un exemple, c'est ce qui s'est passé en Haïti. Combien des aides sont parties des pays africains? Zéro. Zéro. Combien de chefs d'État africains nous avons vu envoyer même un médecin? Ou même organiser une équipe avec 10 personnes, des gens qui vont aller faire les secours. En fait, on se retrouve dans une incapacité à se reconnaître, à se voir. Les secours sont venus de l'Italie, sont venus de la France, de l'Allemagne, des États-Unis. Regarde un peu. Je sais qu'il y a une certaine... Je vais parler dans cette direction, là on dit qu'ils sont causés par la technologie. Non, non. Mais prévoyons, nous ne pouvons pas prouver cela. Ok? Et nous n'avons pas de preuves à suffisance, donc nous n'allons pas argumenter cela. Mais argumentons ce que nous voyons, parce que c'est ça la spiritualité Couche Kamit Congo. Revenir à la source. Ce que l'on voit. Parce que c'est l'esprit qui voit. Ce n'est pas ton corps qui voit. Si c'est l'esprit qui voit, c'est que c'est de la spiritualité, c'est que je vois. Mais s'il y a quelque chose que je ne vois pas, c'est l'esprit qui ne le voit pas. Donc ce n'est pas de la spiritualité. C'est de la spéculation. Et notre monde s'est rempli la tête de spéculation. Il y a une expression que j'ai appris à dire pour rire. Si les Africains sont des descendants des Égyptiens anciens, c'est-à-dire les Africains sont tombés des pyramides, manconiens par la tête. Parce que l'on veut identifier les spirituels par ceux qui ne se voient pas. Mais ce n'est pas le corps qui voit, c'est l'esprit qui voit. Donc si l'esprit n'est pas en mesure de voir, il n'est pas spirituel. Parce que dans les mots spirituels, il y a esprit. C'est une activité de l'esprit. Si l'esprit n'est pas en mesure de les voir, donc ce n'est pas spirituel. Pour toi qui n'es pas en mesure de les voir, parce qu'il y a quelqu'un qui est en mesure de les voir, à ce moment-là, c'est spirituel pour lui. Ce qui veut dire que la spiritualité évolue à échelle. Et il doit y avoir une correspondance à l'échelle. Il doit y avoir une correspondance à échelle. Ce que ton esprit voit, c'est ça la spiritualité pour toi. Ce que ton esprit ne voit pas, ce n'est pas de la spiritualité. Mais ça ne signifie pas que ce n'est pas de la spiritualité pour toi. Quand ton ventre est vide, remplir le ventre, c'est une activité spirituelle. Pour toi qui as le ventre vide. Maintenant, pour quelqu'un qui a le ventre vide, philosopher sur la maths, c'est ça la spiritualité pour lui. Mais cela ne signifie pas philosopher la maths sur la spiritualité, soit de la spiritualité pour quelqu'un qui a la ventre vide, parce qu'il y a une compatibilité par correspondance. Et c'est ce que la spiritualité Couche Kamit Congo met en œuvre. Un renouvellement, une réforme de la conception même de la spiritualité. Et cette réforme, elle veut partir dès les bases. Une spiritualité à ventre vide n'est pas une spiritualité. C'est des hallucinations. Tu sais, quand tu n'as pas mangé ni pendant très longtemps, tu vas commencer à halluciner qu'il y a un fruit devant toi. Mais le fruit n'est pas là. Et nous n'avons pas tombé dans ces pièges-là. Parce que les montagnes humaines produisent beaucoup de mirages. Donc la spiritualité, pour être fondée, doit partir par les fondements les plus précis, les premiers même.
L'autosuffisance alimentaire dans la spiritualité Kush Kamit Congo est la première point de l'évolution spirituelle. Avant d'arriver à la beauté, à la philosophie, à la psychologie, les ventres. La spiritualité découle de la puissance. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas mangé a de la puissance? Non, quelqu'un qui n'a pas mangé est faible. Et quelqu'un qui est faible, une énergie faible est une énergie de basse fréquence, il ne peut pas produire de la spiritualité. Il ne peut pas produire de la spiritualité. Et à ces temps aussi rocambolesques dans lesquels nous sommes en train de vivre, qui des fois signalent des grotesques, à quoi devons-nous nous en tenir? Au fondamental. Remplir sa table de nourriture signifie être enraciné dans la terre. La table a 4 pieds qui se basent sur la terre, qui relient le ciel et la terre. La table, le symbolisme de la table, c'est ce qui relie le ciel et la terre. Où est-ce que tu poses la nourriture? C'est la table, non, dans le ciel. Et cette nourriture a été faite où? Sur terre. Et dites-moi si ça c'est pas une spiritualité. Mais en même temps, les tables qui fixent les 4 pieds créent ce qu'on appelle une superficie. Qu'est-ce que cela signifie? Une limite. Qu'est-ce que cela signifie en termes de spiritualité Kush Kamit Congo? Eh bien, les contrôles de son périmètre existentiel, les contrôles de ses frontières est une question de spiritualité. La définition de ces frontières est une question de spiritualité parce que la définition des frontières donne ce qu'on appelle la souveraineté. La souveraineté. Quand les territoires dans lesquels vous vivez, ces limites n'ont pas été fixées par vous, vous n'avez pas de souveraineté. La souveraineté à ces territoires revient à celui qui a déterminé les territoires. Très simple, c'est une notion aussi juridique que naturelle. Elle correspond aux lois planétaires, tout comme aux lois cosmiques. La souveraineté, la table, nous sommes partis très simples. Nous avons parlé de la nourriture, l'autosuffisance alimentaire. Nous avons défini que cette nourriture vient de la terre, qu'elle est mise sur une table. Et la table, c'est le lien entre ciel et terre. Et cette nourriture est placée sur la table. Parce que l'homme ne doit pas manger comme un animal, par terre. L'homme doit manger sur une table. C'est-à-dire, l'homme s'élève à la divinité. C'est là qu'on porte à comprendre que l'exercice de la production de la nourriture est une activité divine. En même temps, elle garantit l'autosuffisance. Mais quand l'effet de les mettre sur une table, le fait que nous limitons un territoire, et les limites d'un territoire découlent de la souveraineté. Une limite territoriale définit votre souveraineté en relation à qui l'a fixée. Êtes-vous les personnes qui avaient fixé votre propre territoire? La notion de la souveraineté s'impose. Si vous n'avez pas été les personnes qui ont placé cela, vous n'avez pas de souveraineté. À ce moment-là, votre identité n'est plus une identité, mais devient un modèle d'identification. Identité, identification, même si ces deux mots se ressemblent, si on a une signification assez éloignée. Votre identité, c'est votre entité. Le ID de votre identité, c'est l'identité, signale les coordonnées spatiales où s'est incarnée une entité. Votre identification, c'est quelqu'un qui vous regarde de loin, qui sait vous reconnaître. Et quand nous avons un manque de souveraineté, nous nous trouvons dans cette situation-là. Mais cette manque de souveraineté, de quoi dépend-elle?
Dépend-elle du fait que les autres nous ont mis dans des conditions de perte de cette souveraineté? Ou dépend-elle d'autre chose? Non, elle dépend de la perte de notre mémoire. Et, dans un sens large, de l'incapacité à pouvoir nous reprendre, l'incapacité à pouvoir reprendre le pouvoir, parce que le pouvoir se définit par les faire. Et ce pouvoir qui se définit par les faire est la base de la spiritualité. Et cette spiritualité, aussi simple, aussi extravagante, aussi grandiose qu'elle puisse paraître, commence toujours par les premiers pas, l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance sur les plans alimentaires nous fixe sur les plans mental, sur les plans psychologiques, sur les plans humains, comme sur le plan spirituel. Ta spiritualité commence dans ton bol de riz. Très simple. Quand ta spiritualité n'est pas à mesure de mettre de la nourriture sur ta table, quand ta spiritualité ne prend pas en compte la table, eh bien, elle n'est pas une spiritualité. Elle est un moyen de distraction. Voilà les éléments sur lesquels nous nous formons dans cette réforme de la spiritualité que nous appelons spiritualité Kush Kamil Kongo, qui apporte une approche complètement différente et qui nous pousse à voir la réalité, à sortir de cette perception de la séparation entre la spiritualité et le monde physique. Parce que le monde physique est inclus dans la spiritualité. Parce que qu'est-ce qui crée le monde physique? C'est l'esprit. Qu'est-ce qui crée? Qui construit le building? Qui construit les voitures? C'est l'esprit. C'est l'esprit. Parce que quand vous avez une pince à main et vous êtes en train de tourner un vis, qui est en train de tourner la vis? C'est la pince ou c'est vous? C'est vous. La pince est un instrument. C'est la même avec l'esprit. C'est vrai que le corps physique crée, mais qui a aux commandes? C'est l'esprit. Et donc, tout ce qui est créé est spirituel. Dans tout ce qui est créé, nous mettons un peu de notre énergie créatrice. Et ce qui donne la vie à toute chose revient à dire toute chose est vivante. Toute chose est vivante. Il n'y a que les morts qui peuvent construire des choses qui sont mortes. Et c'est quoi un état de mort ici? Quand on a perdu la vie, quand on a perdu la conscience, on ne peut plus construire. Et nous sommes dans cette situation-là. C'est comme quand les gens sont à l'hôpital, comment on appelle ça, attachés dans les instruments psychiatriques, les comas. Oui, exactement. Nous sommes en coma. Et nous devons nous réveiller de ces comas. Quand tu es en coma, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas te laver, tu dois être nourri, tu dois être lavé. Et notre civilisation, notre monde est un monde en coma parce qu'on est nourri, on est vêtu par les autres. On est éduqué par les autres. On est orienté par les autres. C'est où on est un bébé, où on est au coma. Maintenant, les instruments dont nous pensons utiliser pour sortir de ce coma, ce sont les mêmes instruments qui garantissent la continuité du coma. L'idée qu'il y aura un sauveur. L'idée qu'il y aura les ancêtres. Soyons sérieux. Rentrons dans les domaines des ancêtres. Je vais poser la question. Quand on dit les ancêtres, c'est quels ancêtres dont on parle? Ceux qui sont finis sous l'esclavage, ceux qui sont finis sous la colonisation, ou ceux qui ont chaque fois un royaume, empire après empire, a été battu par les Occidentaux, ou ceux qui ont collé dans l'Égypte antique. De qui nous sommes en train de parler, de qui nous sommes en train de demander l'assistance. C'est lesquels vainqueurs nous sommes en train de rester. Souvenons-nous que le roi Chakazola a été assassiné. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire par là que nos ancêtres valérés paix à leur âme, ont été valérés dans leur temps. C'était notre temps. Il n'y a pas des ancêtres qui tiennent. Il n'y a pas des ancêtres qui tiennent. Nous sommes appelés à faire ce travail-là. Nous devons faire ce travail-là. Ce ne sont pas nos ancêtres à être au coma. Ils ne sont pas sur le plan physique, ils ne peuvent vous réveiller. Ils peuvent vous inspirer, ça c'est vrai.
et pas vous réveiller. Vous devez faire l'effort de récolter les énergies intérieures pour pouvoir vous réveiller tout seul. La spiritualité Kush Kamit Congo, la spiritualité de l'homme par l'homme. Les divinités sont intérieures à nous. Mais cette spiritualité, elle est la spiritualité de l'homme par l'homme. Et la spiritualité qui commence par les bases. Premier article possible, la suffisance auto-alimentaire. Voilà un peu les messages que j'avais aujourd'hui. Une partie, je l'ai pensé, une partie s'est présentée tout seul durant les Raouetekou. Et je pense que c'est quelque chose, je ne voulais pas dire révolutionnaire, mais je dis c'est un concept, une manière d'appréhender les choses de manière complètement différente. Ok? Et nous sommes laissés coucher pendant trop longtemps et nous sommes devenus aujourd'hui la risée de tout le monde. Ok? Et comme je l'ai dit au début, il n'y a pas un autre peuple sur terre qui se fait nourrir, qui se fait vêtir comme nous le faisons. Nous sommes les seuls. Après, nous prétendons être descendants d'Égypte. Mais aujourd'hui, il y a le mouvement kémétisme qui est né. Et à partir de ce mouvement-là, on se dit pouvoir nous en sortir en fait. Qu'est-ce qui manque à ce mouvement? Qu'est-ce qui manque à ce mouvement pour qu'il soit réellement profond, qu'il y ait la totalité, l'entièreté? Parce que ce mouvement nous dit de prendre la connaissance, d'avoir de la connaissance, d'apprendre pour nous grandir. Mais est-ce sauter une étape? Devons-nous retourner à la terre avant de passer au niveau de la connaissance, d'apprendre de la compréhension? Pour répondre à cette question, je vais juste retourner aux bases. Tu ne peux pas cultiver, la terre si tu ne la connais pas. Mais c'est de la connaissance pratique. C'est de la connaissance pratique. Une chose est apprendre à cultiver la terre. Une autre chose est celui à apprendre à faire des voyages astrales. Apprendre à cultiver la terre produit un résultat effectif, palpable, visible et dont les autres peuvent profiter. Visiter le monde astral ou voyager le monde astral, même si, disons, essayons de rester dans le positivisme, même si elle produisait des résultats, c'est des résultats qui sont juste pour toi et qui ne peuvent pas être vérifiés sur le plan physique, sur le plan élémentaire de la spiritualité. Ils ne sont pas vérifiables. Et du moment où toi-même, qui es lancé dans ces activités, tu ne peux pas assurer ta propre autosuffisance alimentaire, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Absolument à rien. Elle doit rester pratique. Je serai beaucoup plus orienté vers les pratiques alchimiques qui est la spiritualité des couloirs. Les pratiques alchimiques se font dans un laboratoire. Et les expérimentations sont directes à produire des effets en transformant les fers en or. Mais les spiritualités des couloirs ne produisent rien. Oui, aujourd'hui, nous parlons d'un certain éveil de conscience. C'est ce que nous disons. Pourquoi sommes-nous aussi? Parce que la conscience, c'est la compréhension profonde de ce que l'on est, de ce que les autres sont, de ce que la nature est. S'il y avait cet éveil de conscience tel que nous le disons, je ne dis pas qu'il n'y en ait pas, je suis en train de faire une critique à ce qu'il y ait. Je ne dis pas de dire que cet éveil n'est pas. Je suis en train de faire de la critique pour qu'on puisse la fixer. Pourquoi il n'y a pas d'attente? Très simple, la conscience, c'est ce qui nous relie. La conscience nous apprend à connaître les autres, à accepter les autres. S'il y a des consciences, s'il y a cet éveil de conscience, pourquoi il n'y a pas de mésattente? Pourquoi quand Kadhafi a été attaqué, l'Afrique entière a baissé les bras, personne n'a rien dit?
Pourquoi sommes-nous encore divisés en Maliens, Togolais, Congolais, ainsi de suite? Il y a cette conscience. Ça, c'est disons, l'enclave coloniale dans sa psychologie, littérature et fonctionnement, où nous sommes réduits en des enclaves divisés non par notre propre volonté, d'où une souveraineté africaine inexistence, du fait que les limites territoriales elles-mêmes, définissant la table dont j'ai parlé, ces droits-là est retenu par les autres. On devait avoir franchi cela. D'où la question, sommes-nous en train de parler d'éveil africain ou de masturbation intellectuelle? C'est un questionnement. Parce que une chose que nous n'avons pas vue dans les autres années, nous avons vu des maîtres spirituels, littéraires, classiques, autres se présenter et donner des points de vue absolus. Ok? Tel c'est comme ça. Tel c'est comme ça. Et les autres ont dit apprendre. Bien entendu, comme ces vérités ne sont jamais concordantes, et on a appris à se diviser selon tel écoute tel autre, tel écoute tel autre. Ici, j'aimerais poser des questionnements. Nous devons, la science impose les doutes dans le sens du questionnement. La science duquel découle toute évolution dépend d'une démarche logique, rationnelle ou pas, mais qui remet en cause les certitudes du passé, non dans le sens de les bafouer, non dans l'objectif de les bafouer, de les écarter, mais pour les comprendre plus. Pour les comprendre en profondeur. Et de par conséquent, je me présente devant vous comme celui qui met les doutes sur votre propre existence. Qu'est-ce qui définit votre existence? Les latins disent « je pense donc je suis ». Et l'Africain, il dit quoi? Lui aussi, il pense donc il est. Quelle est la pensée pivotante sur laquelle se définit l'existence mélandaire? Quelle est la philosophie pivotante sur laquelle se définit l'existence africaine? Et c'est à base duquel nous pouvons mesurer notre évolution. Quelle est-elle? Parce que si nous n'avons pas, nous avons un gros problème. Je pense donc je suis, si c'est latin. Attention, ne pensez pas que les Arabes pensent la même chose. Absolument pas. Ne pensez pas que les Chinois pensent la même chose. Absolument pas. Les Russes pensent différemment. C'est quoi la pensée africaine de l'existence? Quel est le point pivotant? Quelle est l'anecdote autour duquel pivotent ces centres-là? Qu'est-ce qui rationalise notre existence? Je n'ai pu répondre de manière, je vous regardais comme si je devais répondre, mais je ne réponds pas. Sinon, je tomberai dans le même piège de ce qui définissent des vérités. Mais je veux que cela serve de point de départ. Vous devez vous répondre, vous devez penser à cela, vous devez cogiter cela. Vous devez vous poser des questions sur cela. Et je pense que, quelle que soit la réponse que vous trouverez, cela vous sortirez de l'immobilité dans laquelle nous nous trouvons. Et nous devons contribuer. Nous avons tout un chacun de nous une contribution à donner. Nous avons chacun de nous une contribution à donner et l'effort vers cette contribution-là et la spiritualité. Mais pour contribuer à quelque chose, il faut déjà avoir quelque chose. Et le peu qu'on puisse faire, ou le premier point, c'est la nourriture. Par rapport aux autres, pas que nous soyons mieux quoi que ce soit, mais nous avons hérité d'un territoire riche en flore, en faune, avec une capacité d'agriculture, d'élevage beaucoup plus articulée, pas pour dire facile que les autres. Qu'en faisons-nous?
Qu'en faisons-nous? Si nous donnons, si nous renonçons, si nous avons renoncé à notre pouvoir spirituel en nous réduisant à des animaux des fermes, dans des enclos coloniaux dirigés de manière directe par des gouvernements coloniaux, à référence coloniaux, et de manière indirecte par les colons, cela fait de nous des non-êtres. Parce que l'être, c'est défini et évolue. Voilà, je vais m'arrêter ici, tout en cours de chemin, en mettant 3 points, pour que cette réflexion doit pouvoir continuer, mais elle ne doit pas continuer en moi, elle doit continuer à chacun d'entre nous, Ankh ou Jasséda. Douane Baba Kenkela, il s'agit de... Oui, il s'agit de... Ouais. Il s'agit de se regarder, en fait, et de regarder l'environnement dans lequel on se trouve, et de comprendre que notre environnement découle de notre spiritualité. Et que si nous ne sommes pas souverains de notre environnement, si nous ne sommes pas capables de nous nourrir, si nous ne sommes pas capables d'être dans le bien-être, alors notre spiritualité ne fonctionne pas dans le bon sens. Elle ne fonctionne pas. Je ne dirais même pas qu'elle fonctionne dans le bon sens. Elle n'est pas. Elle n'est pas. Ok? Elle n'est pas. La nourriture qui n'est pas sur la table, ce n'est pas de la nourriture qui est pourrie. Non, elle n'est pas. Elle n'est juste sur la table. Fondamentale. La spiritualité commence par les ventres. Il n'y a pas de séparation entre le monde spirituel et le monde physique. Tout est esprit. Parce que tout est produit de l'esprit. La source crée spirituellement et l'homme crée spirituellement. Parce que nous sommes esprits avant toute chose. Et toutes nos créations portent l'empreinte de notre esprit. Et fait des objets vivants. Le computer est en vie parce qu'il a été créé par quelqu'un qui porte un esprit. Et c'est ça le point fondamental. Être en mesure, l'autodétermination est les premières chaînes à franchir dans l'éveil de conscience. Tu ne peux pas, et ça je dis ça au Kamit, pratiquer de l'éveil de conscience pendant que tu es nourri par les mêmes personnes pour lesquelles tu penses être en train de lutter pour tes pays. C'est une blague. C'est une blague. C'est seulement une blague. Elle est incongruente. Ce qui fait ces éléments présentés sous forme du kamitisme, une mode qui va passer justement. Parce que depuis que le kamitisme a été lancé, elle est régulée par quelle loi? J'ai vu parler du kamitisme, kamitologie, tout ça. Quelles sont les structures qui la régulent, qui en donnent une définition, qui définit son comportement? Ça signifie quoi la kamitologie? Parce que si chacun de nous est en mesure de dire sa définition comme il l'attend, ça dit que ce n'est rien du tout. Nous volons trop haut. Et tout oiseau, avant de voler, doit d'abord avoir des pattes rigides. Et les pattes sont reliées à la terre, encore une fois, comme nous en parlons de la table. Nous voulons voler sans des pattes rigides. Mais la question qui vient tout de suite claire est que si un oiseau n'a pas de pattes solides, c'est-à-dire qu'il n'a pas des ailes pour voler non plus. Les ailes sont encore fragiles. Et si l'oiseau, sans prendre compte de cela, se lance et se jette dans les airs, il finira de nourriture pour les serpents parce qu'il va s'écraser par terre. Le kamitisme est-il un oiseau avec des pattes non formées et des ailes fragiles qui courent, qui se jettent dans l'air pour pouvoir apprendre à voler? Parce que si elle est le cas, elle est destinée à devenir de la nourriture pour serpents. Parce que c'est écrasera par terre. Un coup de chassé. Il s'agit de penser le kamite, en fait,
le mouvement Kamit, il s'agit de le penser, de le structurer pour pouvoir avancer. Il doit être pensé. Quand on dit, ok, un Kamit, mentalement, il ressemble à quoi? Quand on dit un témoin de Jéhovah, tu as une idée. Un mormon, on a une idée, mormon. Quand on dit un Kamit, c'est quoi l'image? S'ils sont en France, ce sont des gens qui se disputent, qui se siltent du matin au soir. S'ils sont aux États-Unis, ils sont bien flingués, bien habillés. Quand ils sont en Afrique, ils ont des raffias mais ils ont une seule caractéristique qui les met tous ensemble. Ils parlent beaucoup, ils font très peu. C'est à l'ABC que nous devons retourner. Nous ne pouvons pas nous mettre à courir avec ceux qui ont un niveau d'esprit beaucoup plus élevé que les nôtres. Nous allons nous casser les ailes. C'est à cela que nous lions, comme ça, dans ce cadre-là que nous définissons la spiritualité. Couche Kamit Congo, c'est une spiritualité différente et non. Quand on dit que l'Afrique doit être pensée, le Kamit doit être pensé, c'est une pensée active. C'est comme la pensée de l'agriculteur. L'agriculteur pense à se lever demain matin et commencer à labourer la terre. L'agriculteur ne pense pas récolter 10 hectares de terre pendant qu'il a seulement 1 hectare. Or, la pensée aujourd'hui désorganisée, c'est nous agissons comme cet agriculteur qui ne possède qu'1 hectare et il dort, il pense demain, il commence à s'imaginer demain récolter 50 hectares qu'il ne possède pas. Il doit commencer par son hectare et peut-être en acheter d'autres par les résultats de son travail. Nous devons travailler. Nous ne devons pas passer à la libération. Parce que la libération est le fruit du travail. Nous ne devons pas penser à l'évolution. Tout ce que nous pouvons dire sont le fruit du travail. Nous devons penser à travailler. Et qu'est-ce que vous faites en tant que Kamit qui est défini comme travail? Qui fait évoluer la communauté, c'est ça. Exactement, parce que malheureusement, il y a un terme qui est utilisé à tort, les combats. Ça ne signifie pas. Ça ne signifie pas les combats. Parce qu'attention, le combat fait allusion à la destruction du point de vue de sa connotation philologique. Un combat signifie détruire. Nous devons construire. Je ne dis pas que la locution combat soit à tort utilisée, mais je suis en train d'essayer de la critiquer. Attention! Parce qu'un combattant est généralement un destructeur. Et nous pouvons voir ce que nous avons fait de l'Afrique. C'est vrai que nous sommes des combattants, nous l'avons complètement détruit. Parce que ceux qui se réveillent chaque jour à Ouagadougou pour aller jeter dans l'air poubelle en pleine nuit, ce sont tous des combattants. Nous devons construire. Nous devons construire. Et pour construire, nous devons commencer par alimenter notre ventre, nourrir notre table. La table africaine est là, elle est vide, en pleine forêt tropicale. Complètement vide. Et les enfants qui y sont dessus sont maigres avec des gros ventres, des varioles, je ne sais pas, des pois-chocords. Et autour de cette table-là, qu'est-ce qu'il y a? Plein des arbres à fou. Plein de terrain pour la culture. Des tomates qui poussent tout seuls. Mais c'est pendant la table est vide. Parce qu'elle attend des hamburgers, fait des poulets morts en 1800 qui doivent venir, je ne sais pas moi de quel pays. Notre souci primordial devait être, comme disait Marcus Garvey, l'autosuffisance. Nourrir cette table. Et la spiritualité Couche Kamit Congo renouvelle cette pensée ou réforme même la spiritualité, la conception de la spiritualité en proposant une spiritualité différente et de la pensée active. Non une spiritualité divagante, fait des beaux mots, des gros français, des expressions énormes,
qui à la fin ne produisent rien d'autre que du rien. Ankh Oudja Sénène. Doua Netcher, Baba Kinkela, et ces paroles sont très profondes. Elles nous invitent à réellement passer à l'action, à réellement passer à la reconstruction, à notre reconstruction. Et nous devons arrêter de regarder ce que l'autre fait à côté tout le temps, mais nous devons nous concentrer sur nous et nous permettre cette évolution-là vers le bien-être. Doua Netcher. Ankh Oudja Sénène. Avant de conclure, j'aimerais répondre à une question que tu m'as posée, que je n'ai pas répondu, et c'est retour au Kedjou. Au Kedjou porte une canne. Et les Baba portent cette canne. C'est quoi le symbolisme de cette canne? C'est la question que tu m'as voulu poser une fois. Oui, c'est ça. Eh bien, la canne représente la communauté. Et ton rôle dans la communauté. En devenant Kedjou, tu deviens une partie en charge de la communauté. Et ta communauté est représentée chaque jour par la canne que tu portes. Tu ne dois pas l'oublier. Tu dois toujours bien la traiter. Tu dois prendre soin de là où tu la poses. Parce que la communauté, la canne se pose toujours non derrière soi, mais devant soi. La communauté vient avant toi. Et la canne est un symbolisme qui te rappelle qu'en devenant Kedjou, tu portes cette responsabilité-là. Partout où tu vas, tu as la communauté avec toi. Partout où tu marches, ta communauté aussi t'accompagne. Et aussi longtemps que tu prends soin de ta communauté, la canne est posée sur terre, elle est connectée à la terre, elle est connectée aussi au ciel. La source prend soin de toi aussi. La canne fait un arc qui représente aussi Nout, qui représente la mère divine, représentée ici par les cycles de la vie. Ce qui mange et ce qui est mangé fait partie du cycle de l'existence. L'équilibre entre les sauvages et les doux, les hauts et les bas, les blancs et les noirs. Et tous ces éléments sont contrôlés par la canne. Ankh Oudja Sénène. Doua Netcher. J'espère que tu es content de la réponse finalement. Je suis très content de la réponse. Doua Netcher à vous pour avoir été avec nous dans ces Raouetekou. Doua Netcher à Sidi Kouch Kamit Congo qui nous suivent chaque jour durant cette émission. Doua Netcher à Moutra Petit Netcher qui nous assiste dans la prise. Doua Netcher au grand travail débattu par les Kedjou, Chou, Tane Berger avec toute son équipe. Le Badem Koufou, le Badem Ounas, Otep Sekemou, à tous les mots qui sont de l'AKN et du Bankouch Kamit Congo, à Kinshasa, Serkit, Yakou, d'abord Serkit, Yakou, et il y a un autre qui, les noms m'échappent. Comment? Non, les Mout. Nous avons les Mout, nous avons Serkit, nous avons Yakou. Et puis il y a une troisième avec qui j'ai parlé dernièrement. Non, je dois trouver ce nom. Je dois trouver. Non, le nom m'échappe. À tous ces bouts, je salue beaucoup le travail qui est fait. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'âge, à fort et à tort, dans l'âge de la mère divine. L'énergie de la mère divine est cette énergie qui pervade tous les hommes et toutes les femmes. L'énergie de la mère divine, ce n'est pas les féminins sacrés. Parce que les féminins sacrés est la polarité Tefnout. Pendant que Nout, la mère divine, est la polarité qui doit être présente dans l'homme et comme dans la femme. Et dans notre monde, cette polarité a été perdue. L'homme a perdu, la femme a perdu les féminines, la polarité de la mère qui en aime. Elle s'est transformée en instrument sexuel. L'homme a perdu la polarité de la mère en elle et s'est transformé en un élément, un instrument violent et pervers. Parce que l'énergie de la mère a été perdue. Et cette énergie de la mère nous rappelle à la spiritualité. Parce que la mer, Nout est le ciel qui nourrit, la terre qui est guerre. Et de cette terre, nous tirons notre source de vie, notre substance, soit vitale que spirituelle. Ankh Oudja Sénène.
En conclusion, nous allons rappeler, en retournant, en nous reconnectant à la source, encore une fois, et nous disons, Amasu Empa Emra Sansu, Amen Ra Empa Emra, Aou, Kouaou Ra, Manketi Pa Eura.